Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, cette reconnaissance de haute portée sociale du président de la République, Mamadi Doumbouya, qui vient d'offrir une villa aux enfants du journaliste feu Daouda Tabansila, une remise effectuée par le ministre de l'Information et celui de la Coopération. Gestion du foncier en Guinée, les acteurs du secteur échangent sur les mécanismes. L'adoption du document va permettre de sécuriser les domaines et éviter la spoliation. Des motos pour l'inspection régionale de l'enseignement technique de Farana et les établissements d'enseignement technique public de la localité. Un programme de Simandou Academy pour soutenir la formation. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Mamadi Doumbouya, vient de poser un acte fort chargé d'émotion et de reconnaissance nationale. Ce mercredi, le ministre de l'Information, en compagnie de son homologue du plan, ainsi que plusieurs hauts cadres, a officiellement remis les clés d'une villa aux enfants du journaliste feu Daouda Tabansila, un acte de reconnaissance et de haute portée sociale du chef de l'État pour rappeler que la République n'oublie pas ses serviteurs. Reportage Moussa Komara. Chose promise, chose due. Voici la somptueuse villa scintillante offerte par le président de la République, Mamadi Doumbouya, aux enfants du journaliste reporter d'images Daouda Tabansila, décédé en août 2025. Un jour chargé d'émotion et de reconnaissance nationale. Dans les mains du ministre de l'Information et de la Communication, ces enfants reçoivent les clés et le titre foncier. À nous prendre une villa entièrement équipée et une prise en charge intégrale des frais de scolarité des enfants du journaliste feu Daouda Tabansila, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Son Excellence Mamadi Doumbouya, rappelle à chacun de nous que la grandeur d'un chef d'État ne se mesure pas seulement à ses décisions politiques, mais aussi en sa capacité à incarner la solidarité, la compassion et la reconnaissance qui honorent la mémoire de ce serviteur de la vérité et de l'information. Ce geste n'est pas seulement un acte de générosité, il est un témoignage vivant de l'engagement du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, à partager la dignité des familles éprouvées, à honorer la mémoire de ceux qui ont consacré leur vie à servir la nation. Un collaborateur d'exception, il fut un collaborateur de méthode, mais aussi un collaborateur dynamique et disponible. Chers amis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie miséricorde, lui raccorde son pardon. Ce duplex, composé de 5 chambres équipées, devient aujourd'hui plus qu'un toit. Il incarne la solidarité, la stabilité envers une famille après le choc. À la RTG, où Tabansila a tant servi, collègues et responsables ont presque vidé les bureaux pour venir manifester leur enthousiasme et reconnaissance au président de la République pour ses gestes sociaux et humains qui vient apaiser une douleur encore vive. Cette maison est plus qu'un simple toit. Elle est le symbole de l'amour de la nation pour votre père, pour votre époux, pour votre fils. C'est aussi le témoignage que son combat et son engagement n'ont pas été vains. Le syndicat, l'administration générale de la RTG et l'ensemble des travailleurs de la RTG resteront à votre côté. Dans cette villa, au-delà des murs et des portes, c'est l'héritage d'un journaliste intègre qui continue de vivre. Pour sa famille encore éprouvée par la perte, ce geste du président Doumbouya reste un symbole. Nous prions pour que ces enfants grandissent bien sous ces toits. Nous sommes dépassés, très dépassés par cet amour pour notre regretté fils, Daouda. À cette occasion solennelle,
Le ministre de l'Information et de la Communication, touché par ces gestes de haute portée sociale, a rappelé les gestes humanitaires posés par le président de la République depuis le 5 septembre 2021. Il nous faut rappeler ici et maintenant que ce n'est pas un acte isolé. Car depuis le 5 septembre 2021, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Mamadi Doumbouya a toujours placé l'humain au centre de son action. À travers de nombreuses initiatives en faveur des familles éprouvées, il a démontré que la grandeur d'un chef d'État se mesure en sa capacité à tendre la main à ceux qui souffrent. Nous avons tous été témoins de cet engagement constant dans les cas d'hospitalisation, où il a veillé à ce que les citoyens les plus vulnérables bénéficient d'une prise en charge digne et efficace. Nous avons vu son implication dans les évacuations sanitaires, permettant à des compatriotes gravement malades d'accéder aux soins spécialisés à l'étranger. Ces jours chargés d'histoire et d'émotions, le livre saint a encore été lu plusieurs fois. Une minute de silence aussi observée pour la mémoire de Daouda Tabansila, qui, dès ce mercredi, ses héritiers, Isiaga et Antonio, ont trouvé un foyer. Et puis, ces messages d'arrivée à son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, président élu de la République de Guinée-Conakry. Monsieur le Président et chers frères, j'ai grand plaisir à vous adresser mes chaleureuses félicitations suite à votre brillante élection comme président de la République de Guinée. J'y ajoute mes vœux les meilleurs de bonne santé et de bien-être pour vous-même et vos compatriotes, ainsi que de réussite de votre mission au service du peuple guinéen frère. En vous renouvelant ma constante volonté de poursuivre avec vous le renforcement des liens particuliers unissant le Sénégal et la République sœur de Guinée, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute et fraternelle considération. Signé Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Toujours à son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, 6 janvier 2026, Monsieur le Président Doumbouya, veuillez accepter mes félicitations au nom du Royaume-Uni pour votre élection à la présidence de la République de Guinée. Le Royaume-Uni reconnaît l'importance de la transition en Guinée et les progrès accomplis vers une démocratie représentative, une gouvernance inclusive et le respect des droits de l'homme conformément aux aspirations du peuple guinéen. Nous saluons également les récentes mesures qui soutiennent le développement économique et social à long terme de la Guinée, notamment l'obtention d'une notation souveraine et les ambitions définies dans Simandou 2040. Ensemble, ces éléments constituent un socle solide pour la croissance et la transformation. Alors que vous entamez ce nouveau mandat et poursuivez vos efforts en faveur d'une gouvernance inclusive, je me réjouis de renforcer les liens entre nos deux pays et notre collaboration sur les priorités communes en m'appuyant sur l'approche du Royaume-Uni en Afrique pour soutenir la croissance économique au bénéfice de nos citoyens respectifs et faire progresser nos engagements communs en matière de changement climatique et de sécurité en Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité encore, bientôt l'adoption de la nouvelle politique foncière guinéenne. Les acteurs clés sont en conclave à Conakry. Ils entendent mettre des mécanismes fiables pour mieux gérer le domaine foncier avec à la clé la lutte contre la spoliation des secteurs d'activité socio-économique. Reportage Aboubakar Diaby. C'est un cadre de concertation qui mobilise plusieurs représentants des départements sectoriels du pays. Il vise à produire un document référentiel qui va s'appeler la politique nationale foncière. Pendant 2 jours d'intenses travaux, ces acteurs ont amendé et présenté des mécanismes innovants
susceptible de mieux gérer le secteur foncier et domaine en République de Guinée. Le document que nous sommes en train de faire, c'est un document qui doit être un document partagé. On a besoin de l'avis de tout le monde. Les gens ont apporté leur input sur le document de la politique foncière nationale qui sera désormais le guide principal de tous ceux qui seront vraiment en charge du foncier, dont le ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. C'est une rencontre axée sur les réformes engagées dans le domaine foncier en Guinée. Elle prend en compte les préoccupations de tous les services techniques évoluant dans le domaine afin de doter le pays d'une politique fiable pour le développement socio-économique durable. Et cadres déconcentrés au niveau régional et puis aussi les cadres du ministère de l'Habitat qui ont tout laissé pendant les 2 journées à venir apporter leurs connaissances, tout ce qu'ils avaient comme technique et tout ce qu'ils avaient comme outil aujourd'hui dans la gestion foncière et tout ce qui est lié à la problématique du foncier. Tout ça a été mis à la disposition de ces cadres. Et aussi, ça crée un climat de concertation. Désormais, c'est une base qui est là que les autres cadres pourront utiliser à travers le ministère de l'Habitat pour qu'à tout moment, on puisse accéder aux informations liées à la gestion foncière. Ce nouvel outil stratégique du secteur foncier constitue un guide primordial pour le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Il va à coup sûr pallier aux manquements récemment enregistrés dans le domaine foncier, comme la spoliation au niveau des secteurs agricoles, miniers, industriels et habitat en Guinée. Pour faciliter la mobilité et améliorer les conditions de vie des populations rurales, la société Forêt Forte intensifie ses actions en faveur des communautés riveraines de sa zone d'implantation. Dans la préfecture de Yomou, plusieurs actions de développement communautaire sont entreprises dans le but de soulager les populations directement impactées. Reportage Mohamed Salioupaï. C'est une bouffée d'oxygène pour les populations de Ouéa et de Pénessou dans la sous-préfecture de Boé. Un bac d'embarquement destiné à faciliter la traversée sur le fleuve Woulé. C'est le geste de la société Forêt Forte évoluant dans l'exploitation des bois de la région. Il s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est pour moi aujourd'hui une grande joie et une grande satisfaction de voir ce que nous avons pu vous apporter, parce que le témoignage de tout un chacun ici, la joie que je vois dans tous les visages, me fait prendre conscience de l'importance que revêt ce moyen de communication, et j'espère que vous en prendrez le plus grand soin pour que pendant très longtemps encore, vous puissiez en bénéficier. Après plusieurs années de souffrance et de risques liés à la traversée de ce fleuve, les populations pourront désormais circuler en toute sécurité. Cette initiative contribue également à l'amélioration des revenus des citoyens en facilitant l'écoulement des produits vers les centres urbains. Je suis fièrement content et je remercie le Forêt Forte lorsque nous a donné cette bac, et ça aussi, ça nous plaît. Et je suis très content, je suis très fier encore. Je les remercie beaucoup. Et n'a qu'à continuer toujours à faire tout ça. Barque qu'on nous a donné aujourd'hui, chose très longtemps attendue, nous sommes très contents. C'est une barque qui n'a pas les mêmes portées que les autres barques. Formellement interdit de prendre les véhicules. C'est un bijou, on doit entretenir. Ce dont témoigne de l'engagement de Forêt Forte auprès du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des populations longtemps confrontées à d'énormes difficultés liées à la mobilité. Parlons aussi de la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Un projet est lancé dans ce sens à Bofa et va faciliter l'accès à l'information liée à la prévention des violences basées sur le genre, notamment les mariages précoces et les grossesses non désirées. Reportage Younoussa Tawel Kamara. C'est le centre d'écoute, de conseil et d'orientation des adolescents et jeunes de Bofa qui a servi de cadre au lancement officiel du projet d'appui au droit à la santé sexuelle et reproductive des jeunes de la préfecture.
Un projet qui devrait faciliter l'accès des adolescents et jeunes aux services d'information, de conseils et de prise en charge en santé sexuelle et reproductive dans les communautés. Ce moment est plus qu'une cérémonie. Il symbolise une volonté collective, un engagement partagé, un devoir moral, celui de garantir à chaque adolescent et adolescente, à chaque jeune, la possibilité de grandir en sécurité, d'accéder à l'information et de faire des choix responsables. Après la mise en œuvre de ce projet, nous attendons beaucoup de résultats. Principalement, nous souhaitons que les jeunes, qu'il y ait un environnement favorable soit créé pour la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive, que les jeunes soient informés de leur situation en matière de sexualité, qu'ils aient des informations claires et qu'ils puissent prendre des décisions éclairées en matière de santé sexuelle. À travers ce projet, les jeunes et adolescents de la préfecture de Bofa pourraient échanger avec les formateurs dans cet espace en vue de connaître toutes les questions liées à la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive. Je pense que la mise en œuvre de ce projet serait un outil de soulagement allant dans le sens de trouver des voies et moyens pour la santé productive et la protection des personnes vulnérables, pour moi j'appelle les adolescents et jeunes. Ce projet d'appui au droit à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes est une initiative de l'État guinéen financée par l'Agence française de développement et mise en œuvre par l'Expertise France. Appui aux jeunes migrants de retour au pays. Au total, ils sont plus de 100 jeunes à prendre part au Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat organisé à leur intention par le réseau Afrique Jeunesse de Guinée RASGI. Objectif, aider ces jeunes à monter des projets bancables et à trouver des financements auprès des institutions de microfinance. Compte rendu Mamadou Patebalde, notre correspondant dans la région. La première édition du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat s'est ouverte à Mamou. Initié par le RASGI en partenariat avec le Forum des réfugiés sur financement de l'AFD, ce salon touche 100 jeunes migrants de retour et des groupements appuyés par le RASGI dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation de la société civile migrant. Cette rencontre permettra aux jeunes de Mamou d'échanger entre eux par rapport à leurs perspectives d'entrepreneuriat, par rapport aussi à leurs perspectives de communication entre eux. Ce salon répond à un objectif fondamental, favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en les mettant en relation directe avec les entreprises, les institutions de formation et l'ensemble des acteurs économiques. Durant 2 jours, des ateliers, des conférences, débats, des formations et des techniques de montage de projets et des curriculums vitae détaillés ont été animés pour permettre aux jeunes et aux groupements de monter des projets bancables. Nous avons l'assurance qu'il y a des structures qui accompagnent le ministère de la Jeunesse dans la mise en œuvre de sa politique. Le deuxième niveau de satisfaction, c'est l'opportunité que l'espace offre aux jeunes et aux partenaires en termes d'échange, en termes de formation, mais aussi en termes d'apprentissage. Cette initiative du réseau Afrique Jeunesse de Guinée vise l'identification et l'accompagnement des jeunes et au-delà par les institutions de microfinance pour le montage de leurs propres projets afin de lutter contre le chômage et l'immigration irrégulière. Si les partenaires nous accompagnent pour dire qu'ils vont nous accompagner pour faire outiller nos enfants, de les faire savoir et de les rendre autonomes ici à travers le partenariat, à travers le projet qu'on va leur donner. À travers des stands d'exposition, RASGI s'est entretenu avec les jeunes sur les opportunités de création d'emplois et d'accompagnement en vue de maintenir ces jeunes hantés par le chemin de la Méditerranée vers une aventure incertaine. Dans le cadre de l'autonomisation des jeunes, le gouvernement guinéen et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, vient de doter des PME de la région de la baie en matériel agroalimentaire. Le geste va permettre à ses bénéficiaires de booster leur productivité. Reportage Sarafdine Diallo, Nabilaï Kamara. 9 PME évoluant dans la transformation agroalimentaire
viennent de bénéficier d'un important lot de matériel, composé notamment d'un pasteurisateur, de moulins motorisés, de déshydrateurs et de cuisinières. Financé par le PNUD et remis sous le leadership des ministères du Commerce, de l'Industrie et des PME. Cet appui vise à renforcer la productivité des bénéficiaires et à soutenir l'autosuffisance alimentaire dans les communautés. Cette activité, c'est la remise des matériels de construction agroalimentaire destinés à 9 PME de la région administrative de la Baie. À travers le ministère du Commerce et le ministère de l'Industrie et des PME que je représente ici. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi parce que je suis bénéficiaire de ces équipements. Le PNUD se tient à cette occasion aux côtés du gouvernement de la Guinée et singulièrement le ministère du Commerce et du ministère de l'Industrie pour accompagner les entreprises, les PME locales à offrir des produits leur permettant à la Guinée de mieux profiter de cette compétition ou de ce libre-échange intra-africain. Le gouvernement guinéen fait de l'autonomisation des filles et des femmes ainsi que de l'entrepreneuriat des jeunes une priorité. Les PME bénéficiaires s'engagent à utiliser ces équipements pour mieux répondre aux besoins des populations. J'espère qu'elles seront courageuses pour rester ensemble, avoir un esprit d'équipe, pour travailler ensemble. Ces équipements ne sont pas à usage personnel. Travaillez avec les communautés, mais surtout, n'oubliez pas le début de la chaîne. Produisez pour qu'on puisse transformer. Les équipements que nous recevons aujourd'hui viennent renforcer nos capacités opérationnelles. Ils amélioreront de manière significative nos conditions de travail, la qualité de nos services, ainsi que notre efficacité sur le terrain. Partenaire stratégique de la Guinée, le PNUD annonce la poursuite et l'élargissement de ses acquis dans plusieurs secteurs clés du développement local. Au compte toujours du développement à Bofa, responsables et travailleurs de la société AGB Dejagic se sont récemment retrouvés pour dresser le bilan des activités au courant de l'année 2025. Aussi, se pencher sur les perspectives de cette année 2026. Au centre des échanges, la relance des travaux de l'entreprise après plusieurs mois d'arrêt. Reportage Bakary Bambakonde. C'est la cérémonie de présentation du bilan des activités de l'année 2025 de la société AGB2A GIC, marquée par un arrêt des travaux de 7 mois. Sur initiative de l'administration générale, l'événement a rassemblé les travailleurs ainsi que les préfets de Bofa et de Fria, où elle évolue principalement, afin de discuter également des perspectives de relance des travaux pour cette année 2026. L'année écoulée a été particulièrement difficile pour AGB2A GIC. Cette période d'incertitude a mis à l'épreuve notre patience, notre résilience et notre attachement à l'entreprise. Dans ce contexte, je tiens à saluer avec respect et reconnaissance le sens de responsabilité du personnel resté mobilisé malgré l'arrêt des activités. Les dirigeants de la société ont présenté les résultats obtenus malgré ce temps d'arrêt. Selon les rapports, AGB2A GIC a réalisé un port minéralier moderne à Bofa et a réussi à sauver l'emploi de plus de 4000 travailleurs en majorité guinéens. Ils ont exposé un plan ambitieux pour redémarrer les projets en mettant l'accent sur le développement local. Nous changeons de statut. Nous n'allons plus être des prestataires, c'est-à-dire des amodiataires, mais nous allons être maintenant une société minière de plein droit. Merci au président Mamadi Doumbouya. De rien, tu deviens société minière avec un permis d'exploitation. Je pense qu'on ne peut envisager mieux. Il n'est un secret pour personne que cette entreprise traîne près de 4000 casseroles. Remettre ces familles dans l'espoir de vivre dignement, nous dirons très sincèrement merci à cette entreprise. Avec un plan de relance ambitieux pour 2026, la société AGB2A GIC veut se positionner comme un acteur clé dans le développement local de Bofa et de Fria, promettant un meilleur avenir pour les différentes communautés.
Je vous l'annonçais également dans les titres. Au niveau de l'enseignement technique à Farana, l'inspection régionale et les établissements publics bénéficient de 21 motos. C'est dans le cadre du volet Simandou Academy, une impulsion du président de la République Mamadi Doumbouya pour renforcer la capacité opérationnelle de ces établissements. Ibrahima Woulem Fofana. À Farana, ces 21 motos sont destinées à l'inspection régionale de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de Farana, ainsi que 7 autres établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle publique. Ces engins roulants pour la région de Farana sont au nombre de 21. Il y a 2 motos qui sont destinées à l'inspection régionale de l'enseignement technique. Il y a 3 pour 5 établissements d'enseignement technique et 2 par établissement, notamment le CAFPPS, entendez, Centre d'apprentissage de formation professionnelle post-primaire et post-secondaire de Farana et de Dabola. Notre pays est un pays en chantier. Les bâtiments sont hissés ça et là. Nous sommes à la recherche du quotidien par rapport à l'électrification générale du pays. Mais quels sont ceux qui doivent faire ce travail? Ce sont les techniciens. D'où la nécessité de mettre un accent particulier sur la capacitation de ces secteurs et de tous ces éléments. C'est ce que le président de la République et son gouvernement ont compris. Ces 21 motos offertes par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi vise à renforcer les capacités opérationnelles des différents acteurs dans le cadre de la supervision, du suivi et de l'évaluation des activités des écoles. Nous sommes très réconfortés parce que réellement, ça nous aide réellement à faire la mobilité dans les écoles et à assurer la supervision pédagogique et administrative dans les différents établissements de la région. Merci pour tous ces engins que nous avons reçus, qui vont nous permettre notamment de bien fonctionner dans nos services. Ce coup de pouce s'inscrit dans le registre du programme Simandou 2040 dans son volet Simandou Academy. Ce don de moto va également contribuer à l'amélioration des conditions de travail des acteurs bénéficiaires. La commune urbaine de Forêt-Caria a adopté son budget primitif pour l'exercice 2026. Réunis en session ordinaire, les membres de la délégation spéciale ont examiné et approuvé à l'unanimité les documents budgétaires conformément aux dispositions du Code des collectivités locales. Reportage Sidiki Sissé, Marwan Kamara. Au centre islamique de Donka, la communauté religieuse se mobilise pour célébrer la 6e promotion des imams Mourchidine et Mourchidad. Au nombre de 41, ces imams viennent de clôturer leur formation académique au sein de l'Institut Mohammed VI du Maroc. Ici, devant les leaders religieux du pays et l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Guinée, ils sont reconnus pour leurs compétences académiques et religieuses. Plus qu'une simple remise de diplôme, ce que nous célébrons aujourd'hui est l'amitié maroco-guinéenne. Fruit d'une vision panafricaine, celle prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une coopération sud-sud, solidaire et agissante dans tous les domaines, et en l'occurrence la formation des imams en particulier et de la gestion du culte en général. Cette cérémonie illustre notre volonté commune de promouvoir un islam fondé sur la science, la sagesse, la tolérance et le vivre ensemble, capable de répondre aux défis contemporains. Pendant 2 années, ces Mourchidines et Mourchidad ont bénéficié d'un enseignement fondé sur les sciences islamiques et les sciences humaines au Maroc. Une formation qui allie sciences islamiques et sciences humaines dans un objectif de promotion d'un islam du juste milieu. En plus de la formation académique, nous avons reçu une préparation spécifique dans les domaines suivants. L'encadrement religieux afin d'assurer un discours religieux apaisé, responsable et respecté des institutions et des lois de notre pays. Sensibilisation aux règles de comportement et de sécurité dans les lieux saints. Mes remerciements et entière satisfaction au gouvernement marocain, au peuple marocain, sous leadership et la haute autorité de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, pour toute l'assistance que ce pays, ami et frère, ne cesse à apporter à la Guinée.
travers cette initiative, le Royaume du Maroc réaffirme sa volonté de renforcer un encadrement religieux structuré et apaisé, tout en consolidant ses liens de coopération spirituelle avec la République de Guinée. Comme vous venez de le constater, c'était plutôt la formation de plus de 40 imams à l'Institut Mohamed VI, une initiative soutenue par le Royaume du Maroc. Les citoyens de la commune de Gbessia ont organisé une journée de lecture du Saint-Coran. L'initiative vise à sensibiliser les citoyens sur les notions du vivre ensemble. Des messages de cohésion sociale étaient également au cœur de la rencontre. Nabila Kamara. Dans la commune de Gbessia, après le déroulement de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 dans la paix, une journée de lecture du Saint-Coran est organisée par les jeunes et les femmes. L'objectif de ce rendez-vous spirituel est de sensibiliser les citoyens sur les notions de vivre ensemble. Des prières et bénédictions ont été formulées en faveur de la Guinée. On a fait notre élection sans problème, sans déçoir, en humanité, en amitié. On a fait ça ensemble, tous les Guinéens sont contents. Quand on se donne la main, on aura la force. On accepte d'aller comme cette fois-ci, c'est que l'exemplaire que la Guinée a donné, je pense que la Guinée va aller en avant. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran a réuni les sages, les leaders religieux, les responsables du conseil de quartier de Gbessia, les représentants de la Ligue islamique, les femmes et les jeunes et plusieurs cadres de l'administration publique. Tous implorent la grâce divine pour la paix en Guinée. Ils ont organisé cette initiative et nous aussi on est venus au secours parce que cette initiative est bonne pour le pays. Surtout, le statut qu'on a à l'heure là, c'est de se donner la main pour le développement du pays. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran et prière en faveur de la paix et de la cohésion sociale est organisée par toutes les sensibilités confondues, les catégories sociales confondues de la commune. L'objectif est d'implorer la grâce d'Allah qu'il nous guide et nous oriente vers le chemin droit, le chemin de la paix, de la cohésion sociale, le chemin de l'unité et du progrès. Dans cette quête d'une stabilité durable en Guinée, d'autres journées de lecture du Saint-Coran sont prévues dans les prochains mois dans d'autres quartiers pour intensifier cette dynamique de paix dans toutes les 13 communes de Conakry. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Tassens et dans la préfecture de Forêt-Caria, comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.